Des jeunes toujours mobilisés pour le climat et la justice écologique, le mouvement Fridays for Future Grenoble s'est réuni pour marcher ce vendredi. Trouver une alternative aux croquettes pour nos amis les animaux, c'est tout l'objectif de la start-up QWild qui réinvente la façon de nourrir nos petites bêtes. Et enfin, la semaine prochaine prendra place en ligne le festival de géopolitique. On en parle avec notre invité. Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous pour ce JT du vendredi 19 mars. Toutes les heures à partir de 18h, retrouvez l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Nouveau rebondissement dans l'affaire Maëlys. Nordal Lelandais sera renvoyé devant la cour d'assises de l'Isère pour le crime de meurtre de Maëlys de Haraujot, précédé de l'enlèvement et la séquestration de la mineure de 15 ans, pour les délits d'agression sexuelle de deux de ses petites cousines mineures de 15 ans et les délits de détention et enregistrement d'images pédopornographiques. Les parties du dossier disposent d'un délai de 10 jours pour faire leurs observations. Ensuite, les deux juges d'instruction de Grenoble rédigeront une ordonnance dans laquelle ils décideront des suites qu'ils estiment devoir donner à l'enquête. Aussi, le Conseil du mis en examen a déposé une requête en nullité de la dernière expertise psychiatrique qui avait été accordée par la Chambre de l'instruction. Elle sera examinée en audience le 7 avril 2021. Vendredi pour le futur, ou en anglais Fridays for Future, presque 2 ans jour pour jour après la première mobilisation de masse face aux enjeux écologiques, les jeunes ne lâchent rien et marchent encore pour le climat et la justice écologique et sociale. Ce vendredi, ils sont partis de la gare de Grenoble pour se rendre au parc Paul Mistral. On a tendance à oublier en ce moment avec le Covid que quand même c'est toujours un enjeu majeur, la crise climatique. Et du coup, je pense qu'à l'échelle individuelle, on peut faire des choses, mais je pense qu'il faut interpeller les gouvernements pour qu'ils fassent des choses à leur tour. Par rapport à la loi climat, qui a été à la base écrite par 150 citoyens qui ont été tirés au sort, donc la Convention citoyenne pour le climat, elle n'a pas du tout été respectée. Et Emmanuel Macron, lui, disait qu'il la ferait passer sans filtre. C'est l'Assemblée nationale qui ne la respecte même pas, qui a littéralement laissé que 14 articles, il me semble, intouchés, sur 150 environ. En fait, la loi climat aujourd'hui ne correspond plus aux attentes de la science et scientifique. On peut voir actuellement beaucoup de jeunes souffrent. On est des milliers à faire la queue pour pouvoir acheter à manger, aller au resto du cœur. On est à bout, on n'en peut plus. On a envie d'abandonner, de tout plaquer parce qu'en fait, notre avenir déjà est incertain. Mais en plus, avec cette crise actuelle, on ne peut même plus étudier dans de bonnes conditions. Si on n'agit pas, ça va faire énormément d'immigration climatique déjà. Donc ça va être un énorme souci. Il y a plein de pays qui vont être envahis par l'océan. Parce qu'encore en France, on n'est pas trop touché par ça, mais c'est surtout dans les pays, par exemple en Afrique, ils sont obligés de partir de leur pays à cause de l'environnement, quoi. On est dans une société de consommation et on se rend bien compte que ça a des limites. Et du coup, il faudrait agir, quoi. Le mouvement Fridays for Future ou Youth for Climate avait été initié en 2018 par la jeune Suédoise Greta Thunberg. Les équipements métropolitains sont toujours vides de leur public, mais plein d'actions sur le terrain. Jeudi soir, le FCG Rugby tentera de conforter sa place de quart de finaliste de Pro D2 face à Perpignan. Les Brûleurs de Loups, eux, finiront vendredi 2 avril leur drôle de saison sans phase finale face à Rouen, jusqu'ici sacré champion de France. Et le lendemain, samedi 3, le GF38 recevra Châteauroux pour recoller au bottes du leader et se donner des chances de monter en Ligue 1. Alors, pour que certains d'entre vous puissent enfin assister à ce beau spectacle, les présidents des 3 clubs ont co-signé avec le président de la métropole Christophe Ferrari et le sénateur Michel Savin une lettre adressée à la ministre déléguée au sport Roxana Maracineanu, demandant d'accueillir des événements tests pour leur retour du public dans le Stade des Alpes et dans la patinoire Pôle Sud, à raison de protocoles sanitaires stricts déjà tout prêts. Pour faire des loopings, il faudra encore attendre. Walibi ne rouvrira pas le 3 avril. Le parc d'attractions pensait pouvoir accueillir du public pour le week-end de Pâques, même si le département de l'Isère n'est pas confiné. La situation sanitaire en France et l'absence d'informations de la part du gouvernement l'empêchent de se projeter dans l'avenir. Aucune nouvelle date de réouverture n'a encore été annoncée. L'ancienne ministre française Najat Vallaud-Belkacem sera en Isère ce samedi. La candidate aux élections régionales 2021 en Auvergne-Rhône-Alpes se rendra dans l'Oisans pour rencontrer les acteurs de la montagne. Elle visitera d'abord l'ascenseur valléen l'Odol Express, puis ira ensuite à la station de l'Alpe du Grand-Serre. Réadapter l'alimentation de nos fidèles compagnons au plus proche de sa nature et ses besoins. Une entreprise locale basée à Cessinay propose un concept sain et innovant pour les carnivores. Reportage Laurie Bayet.
Q-Wild est une alternative cécinétoise à la croquette et à la pâtée. Des repas sur mesure, journaliers et équilibrés, qui représentent une alimentation saine pour nos amis les bêtes. Créée en 2018, l'entreprise recense aujourd'hui plus de 200 clients à 4 pattes. Donc aujourd'hui, les repas qu'on fait, c'est des repas qui s'inspirent de l'alimentation BARF. Donc BARF, c'est Biologically Appropriate Raw Food. Donc c'est une nourriture crue, biologiquement adaptée à l'animal. On peut retrouver par exemple de la viande de dinde, avec de la viande de porc, des os charnus de volaille, des abats de bœuf, et des bananes, de la courge et des huiles. Chats, chiens, nos compagnons carnivores méritent mieux qu'une alimentation industrielle. Et les menus Q-Wild s'élaborent à base de viande de 100% française, provenant principalement de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Globalement, les points les plus positifs, on va dire, qui se voient directement sur l'animal, ça va être le tartre, parce qu'on va amener de la mastication avec les os charnus. Donc les dents vont devenir plus blanches et du coup tous les problèmes bucco-dentaires qui sont issus du tartre vont disparaître. Le poil devient plus doux, on a souvent moins de chutes de poils et aussi la taille des excréments. Donc ça c'est peut-être moins positif pour l'animal, mais ça montre quand même qu'il assimile mieux. Et pour les propriétaires, ça n'a rien à voir. On ramasse 2 fois moins de sel et elles sentent beaucoup moins fort. Et pour passer au menu BARF, une période d'adaptation de 6 semaines est indispensable pour l'animal, afin d'introduire avec douceur les différents ingrédients. Prix du repas, 3 € en moyenne. Cette entreprise basée à Cessinay-Parizet livre dans différents points relais à travers la France. Allez, un petit coup de pouce aux étudiants de l'IUT 2 de Grenoble qui viennent en aide au Liban. Ils comptent récolter des fonds pour aider à la reconstruction des monuments et des habitations touchés par les explosions survenues le 4 août à Beyrouth. Pour cela, en lien avec l'association Naouraj, ils organisent un événement en ligne ce samedi 20 mars de 20h à 23h. Ils vous donnent rendez-vous pour une soirée avec des artistes français et libanais, des jeux de découverte et d'interaction. En guest, Ibrahim Malouf sera présent pour s'inscrire direction le site internet IUT2 au Liban. Après le Liban, on revient ici, mais toujours avec un regard sur le monde et le 13e festival de géopolitique qui débutera lundi 22 mars. Jean-Marc Huissou, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de ce festival. C'était plus que prévisible. Il se déroulera cette année, mais en ligne. Totalement en ligne, pour les raisons qu'on connaît. Alors c'est un peu un crève-cœur parce que ça ne peut pas remplacer évidemment la densité des relations qu'on tisse dans un événement réel, mais il a le mérite au moins d'exister. Il sera un peu plus long, un peu moins dense que les éditions présentielles, et on va essayer de faire aussi bien que dans le présentiel en termes de l'intérêt pour le grand public qu'il va porter. Et on reste positif. Le programme est quand même bien fourni. Quels seront les temps forts de cette semaine ? Oh, il y en a beaucoup, et puis les temps forts, ça dépend beaucoup des centres d'intérêt des personnes. Donc, si vous permettez, je vais vexer personne en sélectionnant quelques-uns et en risquant d'en oublier d'autres, mais on va parler de beaucoup de choses. On va parler d'abord le thème qui est s'adapter, qui est donc le questionnement de ce festival, avec un questionnement qui va recouvrir pas seulement évidemment la situation de la Covid, mais aussi la question climatique que vous avez citée dans le premier reportage, juste après. Mais aussi la façon dont les relations internationales changent, dont toute une série de vecteurs qui faisaient partie un peu de notre paysage habituel sont en train d'évoluer et nous demandent vraiment de réfléchir à la façon de changer nos habitudes et changer les habitudes des gouvernements, des citoyens, des organisations internationales, des agents économiques et tout ce qui s'ensuit. La question de la crise sanitaire, forcément. Forcément. Et son impact sur la géopolitique, les relations internationales. Alors, il y a un impact multiple sur les relations internationales aujourd'hui à travers cette crise. Il y a d'abord une espèce de compétition à savoir quel pays gère le mieux la crise. Ce qui est toujours une comparaison difficile à faire compte tenu de la diversité des régimes politiques, des systèmes de santé, des niveaux de développement et tout ce qui s'ensuit. Il y a un impact sur la mondialisation telle qu'on l'a connue, c'est-à-dire le libre-échange massif et les chaînes d'approvisionnement mondiales dans toute une série de domaines qui étaient déjà un petit peu flagellantes dans la période qui a précédé et qui se sont largement effondrées dans la période actuelle. Et on verra si c'est une parenthèse ou si c'est vraiment une rupture durable. Je pense qu'on aura du mal à remonter au niveau d'échanges internationaux qu'on a connu avant, en tout cas dans un temps prévisible. Et puis, il y a des questions par rapport à la souveraineté qu'on a soulevées en France, par exemple, sur des choses qui pouvaient paraître relativement acquises et
et disons, traiter sous l'angle collaboratif à l'échelle internationale, par exemple la question de la surveillance sanitaire mondiale et puis des vaccins et de tout ce qui s'ensuit. Et là, on est revenu sur des discours de souveraineté, sur des discours de maîtrise de ces éléments qui, désormais, sont remontés très haut dans les hiérarchies des sujets stratégiques des États. Autre sujet phare et aussi très actuel, le climat. Et le climat, bien sûr, avec... alors, je crois qu'il y a un lien quand même entre ce qu'on est en train de vivre avec la Covid et puis ce qu'on pourrait vivre plus tard avec le climat. Pas un lien de similitude dans la nature de la crise, mais la Covid a déjà montré à quel point quelque chose pouvait perturber en profondeur notre façon de faire dans tous les domaines et à toutes les échelles. La crise climatique qui se développe lentement, avec peut-être des choses un peu plus compliquées que ce que disaient les étudiants tout à l'heure, mais c'est bien de se mobiliser quand même sur cette question. C'est quelque chose qui va nécessiter des changements extrêmement profonds qu'on a du mal encore à visualiser et surtout qu'on a un peu du mal à admettre, mais il va vraiment falloir changer de modèle, de mode de vie dans les pays développés comme dans les pays du Sud. Et ça va être les décennies qui viennent vraiment un moment très très fort d'évolution de nos sociétés, c'est incontestable. Justement, le lien entre crise sanitaire et climat, est-ce que la crise sanitaire pourrait éventuellement accélérer ou ralentir les prises de conscience face aux enjeux climatiques ? Alors c'est vrai que la crise sanitaire est devenue tout en haut des priorités politiques, nationales, internationales, ce qui peut évidemment nuire un peu à la prise en compte d'un certain nombre d'autres agendas, dont l'agenda climat. Mais l'agenda climat, il est pris sérieusement en compte. On peut toujours dire qu'il ne l'est pas suffisamment, on peut toujours penser que ça ne va pas assez vite, mais il se passe quand même énormément de choses de ce point de vue-là. Seront-elles suffisantes ? On le saura dans 30 ou 40 ans. C'est un peu tôt pour dire qu'on est dans la bonne voie ou dans la mauvaise aujourd'hui. Effectivement, il y a le problème de la crise climatique, c'est sa temporalité. C'est une crise lente, aujourd'hui encore discrète dans ses effets, même si certaines choses un peu spectaculaires sont attribuées à l'évolution climatique. Ce qui rend difficile sa prise en compte immédiate dans des politiques qui ont des temporalités, on va dire, électorales dans les démocraties et de l'ordre d'une génération dans les autres pays, alors que l'on est sur quelque chose qui va nous impacter progressivement sur des décennies, voire sur des siècles. Donc c'est très très compliqué de mener une action politique volontariste dans ce domaine, surtout quand on ne sait pas très bien à quelle vitesse les choses vont évoluer et qu'on ne sait pas très bien quelle efficacité les mesures qu'on est susceptible de prendre vont avoir. En tout cas, c'est un festival qui s'annonce haut en question. On va se poser plein de questions. La géopolitique, c'est un mot qui peut faire peur. Est-ce que l'objectif, c'est pas aussi de vulgariser un petit peu et de rendre le sujet accessible à tous ? Alors oui, c'est effectivement l'une des volontés du festival, c'est de familiariser le public avec ce type de réflexion. Alors une définition de la géopolitique qui est peut-être un peu large. On traite de sujets qui ne sont pas spécifiquement identifiés comme géopolitiques a priori. Mais la géopolitique, c'est quoi ? Si on veut aller très très vite, c'est la façon dont les communautés humaines s'organisent et vivent leur territoire et tirent profit de ces territoires pour se constituer. De ce point de vue-là, les questions alimentaires, sanitaires, climatiques qu'on va aborder sont des questions géopolitiques, même si ce sont aussi des questions scientifiques, sociétales, économiques et tout ce qui s'ensuit. Alors oui, nous on a décidé de ne pas faire peur, c'est-à-dire que le terme s'adapter, il évite un certain nombre de mots, il évite les mots crise, il évite les mots catastrophe, il évite toute une série de choses parce que si vous acceptez les mots extrêmes qui font peur, à ce moment-là, on peut se demander à quoi ça sert de réfléchir, à quoi ça sert d'essayer d'agir. Nous, on pense qu'on peut agir, on pense que l'humanité a montré dans son histoire longue qu'elle est capable justement de s'adapter, à condition de se poser les bonnes questions de la bonne façon et d'y réfléchir collectivement. Et puis à un moment donné, de faire des choix, parce qu'il n'y en a aucun qui sera parfait, mais il y a des choix à faire. On finira sur ces bonnes paroles. Merci beaucoup Jean-Marc Pissou d'avoir été avec nous. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous lundi à 18h pour un nouveau point sur l'actualité. En attendant, vous pouvez toujours suivre le récap des infos de la semaine ce week-end dans le JT Express. Excellente soirée à tous et très bon week-end.